Je vous rappelle que nous avons une heure d'intervention liminaire de notre intervenante qui est ce soir Céline Pio, que vous connaissez bien, c'est notre camarade des Landes, qui est déjà intervenue devant vous pour faire 2 séances sur la laïcité. Pendant cette heure d'intervention, cette première heure d'intervention, eh bien écoute Céline, c'est à toi et puis tu me dis quand est-ce que je passe les pages. Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci d'assister à cette formation. Alors, en 1 heure, c'est sûr que c'est toujours compliqué d'être concis tout en étant le plus précis possible. On fera après dans l'échange des approfondissements si vous le souhaitez. Donc, j'avais souhaité faire, et je remercie Frédéric d'avoir accepté ma proposition de formation. Puisque c'est vrai que les formations habituelles sur l'économie, sur la monnaie, sur la laïcité, on va dire que ça rentre vraiment dans le champ du programme de la GRS. Les langues régionales n'entrent pas dans le programme en tant que tel, et il peut y avoir parfois des idées reçues, et puis ça renvoie à des concepts historiques qui ne sont pas toujours forcément bien stabilisés. Donc c'était intéressant de voir justement, est-ce que les... J'ai mis des guillemets à régionales, j'expliquerai pourquoi. Est-ce que les langues régionales sont une menace ou une richesse pour la France et puis surtout pour la République française, puisque la France n'a pas été qu'une république au cours de son histoire. Alors parfois, les militants des langues euh, sacralisent la période monarchiste, pensant que le multilinguisme était vraiment très développé, et les républicains considèrent que ben, justement les langues renvoyant à cette période historique où les langues régionales étaient beaucoup plus développées pensent qu'il n'y a que le français qui peut être la langue de la République. Donc on va essayer un petit peu de voir en quoi les langues renvoient à justement des relations de pouvoir, de conflictualité, de hiérarchie, et aussi donc essayer d'enlever les clichés, les préjugés, les idées reçues, et même sur d'autres mots plus politiques comme régionalisme, séparatisme, décentralisation, tout ça, c'est pas la même chose. Et également jacobin, girondin, voilà, ça renvoie à plein de concepts, mais parfois on y met derrière des représentations qui ne sont pas nécessairement la réalité historique. Alors, avant justement de rentrer dans le rappel historique de ces langues et pourquoi ces langues, j'ai préféré faire un travail plutôt de sociolinguistique sur l'usage des mots, parce que les mots, le langage, c'est important parce qu'il sert à nommer, à représenter et aussi à persuader. Et vous savez ce que dit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et ce n'est pas pour rien si on a plusieurs expressions, plusieurs formules pour parler de ces fameuses langues autres que le français sur le territoire français. Euh, Avant de voir les différentes appellations, les plus fréquentes en tout cas, sachez que le ministère de la Culture considère qu'il y a 75 langues dites régionales pour l'Hexagone et les territoires ultramarins. Certains militants des langues disent qu'il y en a un peu plus, mais en tout cas, on va rester sur ce nombre de 75, ce qui montre déjà une grande diversité. Sachant qu'à l'intérieur des langues, il peut y avoir aussi des dialectes, et certains dialectes revendiquent d'être une langue à part entière, ce qui peut parfois compliquer encore un peu plus la donne. Alors c'est vrai que quand on fait des enquêtes, et je suis sûre que si je vous avais demandé à vous comment vous appelez spontanément les langues dites régionales, vous pouvez utiliser le terme patois. Et c'est vrai que il y a deux façons d'utiliser le mot patois. Il y a ceux qui ont le côté affectif, qui renvoie un peu au parler local, au parler de mon pépé, de ma mémé. Et c'est vrai que c'est plutôt des gens, il peut y avoir des jeunes hein, qui pensent à ce signifiant patois, mais des gens qui sont plus dans des départements ruraux. Et c'est donc ce lien un peu affectif avec la langue des aïeux. Mais quand on est plus dans un monde politique, le mot patois est plutôt utilisé de façon négative, péjorative, voire méprisante. Euh, alors, d'où vient ce mot et pourquoi a-t-il été employé et pourquoi est-il encore employé de nos jours
alors que je vais essayer de vous démontrer que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les langues régionales, employer le mot patois, ne convient pas de toute façon. Alors, le mot patois est apparu au XVIIe siècle, mais l'appellation, elle s'est répandue surtout après la Révolution française. Donc elle est dévalorisante parce qu'elle résulte d'une aliénation culturelle par laquelle les autorités ont voulu faire croire aux populations qui parlaient une langue autre que le français que leur langue n'en était pas une. Et en 1679, on a un grammairien qui s'appelle César-Pierre Richelet qui dit cette expression, enfin cette définition pour le mot patois. Alors je cite, hein, c'est une sorte de langage grossier d'un lieu particulier et qui est différent de celui dont parlent les honnêtes gens. En 1878, on a un dialectologue, Eugène de Chambure, qui fait un rapprochement, qui est le premier donc à établir ce rapprochement entre justement le mot patois et le mot pâte, pâte avec deux T, hein, au sens de patouiller, patoyer, patauger, hein. Et un linguiste écossais considère justement que le mot patois vient de l'ancien français patoyer, qui signifie remuer les pattes, c'est-à-dire agiter les mains, gesticuler, hein, voilà. Donc finalement, cette étymologie permet de comprendre en partie hein, la connotation péjorative que comporte ce terme. Finalement, on patoise quand on n'arrive plus à s'exprimer que par le geste. Bon, Euh, mais politiquement, euh, quelle que soit finalement l'étymologie, politiquement, qu'est-ce que ça signifie? Donc le patois, dans ceux qui utilisent ce mot, renvoie à une forme dialectale qui n'a pas pu devenir une langue mère. Et une langue mère, c'est la langue du pouvoir. Et en France, donc, en l'occurrence, c'est le français. Et donc finalement, ceux qui ne parlent pas le français, ben, ils ne sont pas de bons Français, hein. Bon, c'est juste un petit parler local. Et donc, dans l'inconscient collectif, un dialecte peut avoir une littérature, un patois en est forcément dépourvu. Un dialecte ou une langue peut être écrit, un patois ne serait qu'oral. Mais le mot patois, c'est bien plus qu'une dénomination linguistique. Il est vraiment de nature politique. Et en fait, on établit un parallèle entre les notions de province et de patois. De la même manière qu'être de province, c'est être extérieur à la capitale, Paris, eh bien le patois est extérieur au français, la langue officielle. Et donc, afin de nier leur identité, ben, on pouvait déclarer qu'un breton, qu'un corse, qu'un occitan, ben, ils parlent tous un patois. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas un nom propre. Il n'y a pas de, on ne dit pas le breton ou le corse ou l'occitan. Donc ça veut dire que les langues perdent leur nom au profit d'un terme global confus et, je vous le disais tout à l'heure, plutôt connoté négativement en règle générale. Donc, finalement, avec le mot patois, la dignité de la langue est complètement perdue. Bon, et d'autre part aussi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cet affect par rapport au monde rural, progressivement au 19e, le patois devient la langue des paysans, hein. Et dans certains autres dictionnaires, on peut lire le patois, c'est le langage du paysan, c'est-à-dire du vulgaire. Je cite un autre linguiste, Antoine Furetière, il s'agit du langage corrompu et grossier, tel celui du menu peuple, les paysans. Bon, je pourrais en citer plein d'autres, mais voilà, hein, donc, pourquoi les militants des langues refusent le terme patois? Parce que finalement, c'est un terme beaucoup plus politique qui enlève donc la dignité et la spécificité des langues. Alors, comment donc appeler? On peut aussi dire langue régionale. Alors c'est vrai que langue régionale, c'est le terme qui permet d'être le plus compris par tout le monde, dans le sens où c'est le terme qui est utilisé notamment par la Constitution française, puisque depuis 2008, il y a eu une révision de la Constitution et un article précise que les langues régionales sont aujourd'hui donc un patrimoine français. Donc c'est vrai que ça renvoie. Puis les textes, notamment sur tout ce qui est la pédagogie, hein, l'éducation nationale, utilisent aussi le terme de langue régionale. Donc c'est le plus pratique, oui. Mais pour autant, il ne convient pas administrativement et géographiquement.
Si je prends l'exemple, uniquement celui-ci, de l'occitan, alors qui est un terme général, l'occitan, l'espace occitan, s'étend sur 32 départements actuels. Donc, si on définit le mot région par l'expression la réalité administrative, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA, finalement, on voit que l'occitan n'est pas une langue régionale au sens de région administrative, mais plutôt une langue transrégionale ou extra-régionale. Et d'autre part, l'occitan peut être parlé au nord-ouest de l'Italie et dans le Val d'Aran en Espagne. Donc, ce n'est pas une langue régionale non plus, au sens vraiment spécifique région française. Bon, pour les militants des langues, dire langue régionale ne va pas non plus, au-delà de cette réalité du nombre de locuteurs, mais parce il y aurait une hiérarchie entre le mot langue nationale, donc le français, et puis toutes les autres langues qui sont donc régionales, c'est-à-dire finalement secondaires, hein, d'une nature ou d'un statut. Et j'avais souvenir lors d'une enquête, d'une interview que j'avais faite d'un élu au conseil régional qui est militant pour l'Occitan, David Gros-Claude, qui me disait, mais finalement, alors, ça veut presque dire le Ploukistan, quoi. Hein, l'Occitan, c'est le Ploukistan, avec ce mot langue régionale. Bon, alors, pour sortir un peu de ce problème, des linguistes, notamment Bernard Sacchellini, ont inventé un autre terme pour dire langue de France. Langue de France, la Charte européenne utilise ce terme. Langue de France redonne une sorte de dignité, sous-entendu c'est langue de France au pluriel, sachant donc qu'il n'y aurait pas que le français parlé sur le territoire français. Mais cela pose tout de même d'autres problèmes. Tout à l'heure, je vous le disais, l'occitan est parlé dans d'autres pays que le français, mais c'est pareil pour le picard, hein, qui peut être parlé aussi en Belgique. Voilà, donc finalement, ça ne convient pas non plus complètement. Et puis, euh, c'est pas toujours évident non plus parce que les langues ultramarines, les langues des immigrés, qu'est-ce qu'on en fait, hein, est-ce que ce sont des langues régionales finalement? Enfin, c'est un peu compliqué. Donc la formulation langue de France, elle est plus acceptable car plus positive que langue régionale pour les militants des langues, mais elle ne convient pas forcément non plus. Alors souvent, on peut voir aussi le mot, enfin souvent, du moins dans la documentation sur les langues, le mot aussi de langue minoritaire, parce que c'est une réalité, il y a moins de locuteurs qui parlent les langues dites régionales, mais les militants des langues n'aiment pas ce terme parce qu'à chaque fois, c'est utilisé par le biais du nombre. Donc, ça renvoie au fait que il n'y a pas beaucoup de locuteurs. Donc, c'est un côté un peu négatif là aussi. Et s'il n'y a pas beaucoup de locuteurs, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique qu'il y ait moins de locuteurs. Donc, les militants des langues parlent plutôt de langue minorée dans le sens où cela veut dire qu'il y a vraiment eu une volonté politique euh, de minorer ces langues. Voilà. Donc j'ai fait un petit rappel rapide hein, pour vous dire les appellations les plus souvent utilisées. Alors, un petit point de rappel historique pour comprendre qu'on est passé donc, alors évidemment lentement, hein, pendant l'époque de l'Ancien Régime, pendant la monarchie, d'un État multilingue, alors avec quand même des difficultés, hein, il ne faut pas s'imaginer que c'était merveilleux, que toutes les langues avaient le même statut, mais en tout cas, un État multilingue, ça c'est sûr, à un État monolingue tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou que l'on croit être monolingue, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui ne parlent pas que le français, et d'autres euh, enfin, qui peuvent être bilingues ou trilingues, ou bien qui ne sont pas natifs français et qui parlent d'autres langues. Alors, un rapide aperçu historique et pour revenir aussi sur certaines idées reçues par rapport à certaines dates et certaines lois ou ordonnances auxquelles on fait dire un peu ce qu'on veut. Alors, le Royaume de France, il s'est construit tout au long du Moyen Âge, donc il est multilingue, mais il faut distinguer deux niveaux. Il y a celui de l'écrit et celui de l'oralité. L'oralité, c'est le domaine des langues que l'on dit vernaculaires. Au sein du royaume, qui s'agrandit par guerre, par mariage
et par héritage, eh bien, je vous prends un exemple, le Languedoc en 1271, la Provence c'est en 1481, la Bretagne en 1532, hein. Eh bien, donc au sein de ce royaume voisine une langue non indo-européenne, c'est le basque, et des représentants de divers groupes de langues indo-européennes. Alors vous avez le celtique, c'est-à-dire le breton, hein, le germanique, le flamand, le francique, l'alémanique. Il y a l'italique, les langues romanes, donc qui sont d'origine latine, hein. Donc il y a le catalan, le corse, le franco-provençal, l'occitan, bon, et puis les langues d'oï. Alors concernant l'écrit, pendant le Moyen Âge, c'est le latin qui prévaut. Il est donc principalement la langue du pouvoir et du clergé. Alors que les langues parlées, elles font leur apparition dans le registre de l'écrit sous la forme des noms de lieux, hein, des toponymes, des noms de personnes et des mots qui correspondent à des réalités matérielles, par exemple les outils, ou des réalités sociales, c'est notamment le vocabulaire de la féodalité. Mais dans l'Europe médiévale, il faut bien voir que la France, c'est le premier pays à développer un processus de fermeture-expansion à partir d'une identité linguistique qui se veut supérieure. Un aspect de cette politique royale, elle est donnée dès 1180, quand on a le Trouvère c'est l'équivalent du troubadour pour le Nord, qui s'appelle Conon de Béthune, qui est invité au mariage de Philippe Auguste et d'Isabelle de Arrêtez, Hainaut, et il est moqué par le roi arrêtez, à cause de son accent artésien, donc arrêtez. de Alors, l'Artois. excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, camarades, s'il vous plaît? Merci. Voilà, merci. Alors, c'est à la fin du XIe siècle que l'occitan, qui est une langue parlée depuis le 8e siècle, à peu près, hein, fait son apparition dans le domaine du royaume de France, dans le registre de l'écrit, en tant que langue vulgaire. Donc, vous voyez que c'est quand même assez ancien, donc il y a ce qu'on appelle des scripta. Et c'est à partir, alors je vais vite, hein, c'est à partir du XIVe siècle, au moment où la monarchie capétienne commence à utiliser la langue vulgaire pour l'administration de ces domaines, qu'émerge une forme travaillée de ce vulgaire qui devient progressivement ce que nous appelons le français. Et donc le français va progresser dans l'écrit, aussi bien dans la littérature que dans les usages administratifs, aux dépens du latin, mais aussi aux dépens des autres scripta, notamment d'Oï et évidemment d'Oc. Et donc, lorsqu'elle écrit aux villes et aux seigneurs du pays d'Oc, par exemple, l'administration centrale utilise le latin, alors qu'elle emploie le français pour s'adresser aux villes et aux seigneurs du Nord. Et au XVe siècle, des villes ou des États du Languedoc peuvent se permettre d'écrire en occitan au roi de France, mais la situation commence à changer, car quand certains sujets occitans comprennent qu'il vaut mieux connaître la langue du roi, quitte à engager dans telle administration municipale un scribe francophone natif. Et donc, vous voyez qu'au fil du siècle, donc le 15e, hein, le français progresse dans l'espace occitan, d'abord en Basse-Auvergne, puis dans les grandes villes du sud. Et les États de Provence, qui sont chargés de négocier avec le roi le montant de l'impôt, présentent leurs doléances en occitan au comte de Provence, qui leur répond en latin. Et lorsque la France annexe le comté de Provence en 1481, eh bien les États utilisent le latin et 10 ans plus tard, ils utilisent le français. Voilà. Donc, quand au XVIe siècle, l'espace occitan euh, est incorporé quasiment entièrement au territoire royal, eh bien, le pouvoir central tolère encore à côté du latin l'usage de l'occitan, mais il engage à l'abandonner et il recommande de plus en plus celui du français. Alors, je vous parle plus de l'occitan parce que c'est mon domaine, mais pour les autres langues, ben, c'est un peu la même chose. Voilà. Et donc, il y a une incompréhension des mots qui sont employés dans les ordonnances royales. Les ordonnances royales évoquent, je cite, la langue vulgaire du pays ou la langue des contractants à la place d'appellations qui sont en latin, qu'on appelle lingua de hoc ou occitana. Et donc finalement déjà, parler de langue vulgaire du pays à la place de lingua de hoc ou occitana veut dire que déjà on ne nomme plus la langue dont on parle. C'est donc une première phase d'exclusion.
Alors, il y a plusieurs ordonnances, et évidemment, la plus célèbre, c'est celle de l'édit de Villers-Cotterêts, sous François Ier, 1539, qui vient mettre un terme à plusieurs tolérances qu'il y avait. Et là, le royaume de France prend peu à peu figure d'un espace national unique. Et donc, on a un processus d'unification qui est continu. Au- Et donc, il s'accélère après 1660, au point que les positions des langues dites régionales, et en particulier dans l'occitan, sont vraiment ébranlées au seuil du XVIIIe siècle. Bon, donc vous voyez que ce n'est pas que la Révolution qui fait perdre le statut de langue vraiment parlée par les langues régionales. Pour autant, l'édit de Villers-Cotterêts n'est pas bien compris, notamment par les militants des langues, parce qu'ils partent du principe que le texte dit qu'il faut que les sujets parlent la langue maternelle du roi. Et donc, la langue maternelle, pour certains, c'est un français langue d'oï, mais que finalement, on accepterait que les sujets parlent leur propre langue maternelle. Pas du tout. L'édit de Villers-Cotterêts impose véritablement le français à tous les sujets. Alors, au départ, il faut savoir que l'édit de Villers-Cotterêts, au fond, cet extrait-là, le langage maternel du français, hein, c'est une toute petite phrase dans l'ordonnance. C'est pas du tout le sujet de l'ordonnance. L'ordonnance, c'est la justice. Et c'est l'organisation de la justice, c'est l'utilisation et même l'obligation d'utiliser la torture. Donc, quand on n'arrête pas de faire des références à l'édit de Villers-Cotterêts encore aujourd'hui, ça veut dire que quand même on fait référence à une ordonnance qui met en place la torture. Donc, c'est peut-être pas terrible. Bon, et quand on est républicain, comme je crois que nous sommes, faire référence à cet édit, qui est un édit royal, qui est un édit qui met en place vraiment la monarchie absolue, qui commençait un peu avant, mais qui vraiment, c'est pas Louis XIV qui a inventé la monarchie absolue, c'est vraiment sous François Ier que elle se cristallise, hein, elle se met vraiment en place. Bon, je pense qu'on peut éviter d'utiliser cet édit. Dans tous les cas, les gens ont compris que les autres langues, hors le français, sont de plus dévalorisées, et donc les élites, hein, la bourgeoisie, se met à parler le français aussi pour faire bien, quoi, finalement, et pour être aussi estimé dans les cours. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que des militants des langues croient que sous l'Ancien Régime, comme il y avait un multilinguisme, avant l'édit de Villers-Cotterêts, finalement, c'était formidable pour les langues. Non, parce qu'il y a déjà des hiérarchies et des concurrences entre les langues. Bon, donc je passe assez vite, hein, mais il faut savoir quand même que euh, certaines langues vont quand même être, ou certains secteurs géographiques sont plus valorisés que d'autres. Donc il y a déjà hein, des hiérarchisations qui sont faites entre ces langues. En tout cas, il y a la convoitise évidemment d'occuper la place du latin. Et c'est pour ça que certaines langues sont dévalorisées et rangées dans le prisme de jargon ou de patois. Ça vient aussi de cet aspect-là. Bon, alors dans tous les cas, au XVIIIe et avec la Révolution française, mais même un peu avant, hein, avec le siècle des Lumières, hein, le français est pensé, est voulu comme langue universelle. Donc l'idée d'universalité en matière politique et linguistique, elle est apparue déjà à la Renaissance et elle se consolide au XVIIIe. Donc ce sont les hommes de lettres qui assurent la réputation du français comme langue internationale et comme langue universelle. Et donc on a au XVIIIe siècle des concours organisés par des sociétés savantes. Et je vous prends un seul exemple, un sujet qui est proposé à l'Académie de Berlin en 1783. Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Et le mémoire qui est retenu, qui va être vainqueur, c'est celui d'Antoine Rivarol, qui a titré son mémoire L'universalité de la langue française, et qui illustre bien cette pensée universelle qui est partagée par les cercles d'érudits européens, dont le français est devenu la langue. Et la République de la langue française succède finalement à l'Empire romain. La langue en mesure de mieux véhiculer la pensée ne peut être que le français. D'ailleurs, on dit à cette époque-là,
Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Et là, on commence à voir qu'il existe une corrélation entre la langue et la nation. Alors, je ne sais pas si c'est euh, pertinent comme corrélation, mais on commence à considérer que pour faire nation et pour se considérer citoyen national, à cette époque-là, on parlait peut-être pas encore de citoyen, mais dans tous les cas, il fallait avoir une seule langue. Et la langue française, donc, devient l'héritière du latin dans ce côté de dimension internationale, de rayonnement scientifique, littéraire, voilà. Bon. Et face à cette prétention universelle de la civilisation française, s'oppose la conception allemande de l'identité nationale qui, elle, fait l'apologie de la diversité linguistique et culturelle. Et pour les Allemands, la nation culturelle est antérieure à la nation politique, alors que dans la conception française, c'est la volonté politique qui définit la nation. Et c'est une des raisons qui explique que pour l'abbé Grégoire, il est incompréhensible que la langue universelle européenne, par excellence, donc le français, soit si peu étendue en France. Et donc l'abbé Grégoire occulte le fait que dans d'autres pays européens, on peut avoir du multilinguisme et que malgré tout des nations se créent. Lui considère que il faut construire un passé imaginaire radieux qui va glorifier les racines de l'identité nationale et par la même occasion, il va justifier la légitimité de la politique d'imposition et d'uniformisation du français national. Alors, je passe vite parce que sinon, je resterai des heures sur la période de la Révolution. Mais ce qu'il faut savoir avec l'abbé Grégoire, c'est que euh, je pense que vous connaissez son rapport de 1794, rapport qui est titré Il faut anéantir les patois, donc toujours le terme péjoratif de patois. Mais pourquoi a-t-il pu faire ce rapport en 1794? Il s'est appuyé sur une enquête qu'il a mise en place en 1790. Il avait des correspondants dans plusieurs régions françaises, mais Grégoire ne s'est pas trompé de correspondant. Déjà, il avait préparé des questions qui présupposaient quasiment déjà les réponses. Et les correspondants qui voulaient bien se faire voir de Grégoire savaient très bien ce que Grégoire attendait, pardon. Donc, quand Grégoire dit dans une question, euh, faut-il éradiquer les patois, comment faire, donner des exemples, bon, ça veut dire que déjà, il incite les répondants à répondre, ben voilà, il faut faire de cette manière. Bon, il y en a très peu qui vont dire, non, c'est une richesse d'avoir des langues régionales. Et surtout, là où c'est assez intéressant, c'est que l'abbé Grégoire euh, évite d'avoir des correspondants basques parce qu'il a vu qu'il y avait des cahiers de doléances dans le Pays basque, rédigés donc en 1789, qui étaient rédigés en basque et qui pour autant souhaitaient les Lumières, souhaitaient l'expansion des idées révolutionnaires et souhaitaient donc plus de liberté, d'égalité, ce qu'on va retrouver à la Révolution. Et donc là, ça ne rentrait pas dans le schéma de l'abbé Grégoire, qui lui partait du principe qu'on ne pouvait être éclairé que si on connaissait et on écrivait le français, en français. On ne peut pas être basque et vouloir les Lumières. Ça ne correspondait pas du tout à son idée. Bon, beaucoup de politiques ont conservé ce rapport de Grégoire comme étant finalement presque le, le seul document qui existe de la Révolution française, alors il en existe bien d'autres, et notamment celui de Barrère. Barrère est aussi un jacobin comme Grégoire, mais Barrère, même s'il dit qu'il faut anéantir lui aussi les patois, mais lui, il le voit avec un aspect plus politique en disant euh, la réaction parle italien, c'est-à-dire corse, hein. La réaction parle le bas-breton. La réaction parle le basque. Donc, il faut éradiquer ces patois. Mais en fait, c'est pas du tout dans la même optique que Grégoire. Grégoire, lui, c'est vraiment qu'il faut uniformiser, il faut donner la langue française comme langue unique. Barrère, lui, il considère plutôt que c'est euh, les gens qui parlent breton
enfin pardon, c'est la réaction qui parle breton, la réaction contre-révolutionnaire qui parle basque, qui instrumentalise les paysans et le peuple qui parle les langues régionales. Et c'est plutôt en popularisant le français qu'on va sortir les gens de la réaction et qu'on va les amener vers la République. Et c'est pas nécessairement la langue. Barrère comprend que la langue est instrumentalisée, mais c'est pas la langue en tant que telle qui est dangereuse. Et je vous l'ai dit, Barrère veut plutôt populariser alors que Grégoire veut uniformiser. Mais on oublie là-dedans que l'allégorie, le symbole de la République qui est Marianne, alors Marianne c'est la contraction de deux prénoms les plus usités à l'époque, Marie et Anne, mais en fait c'est un languedocien qui parlait donc occitan, qui a inventé le mot et le personnage de Mariano, donc cette femme qui symboliserait la République. Et il y a une chanson donc qu'il crée en 1792, La guérison des Mariano, la guérison de Marianne, donc comment aider la République, on est en 1792, hein, c'est la première République, et qui va aider la France à devenir un pays où il y aura la liberté, l'égalité, la fraternité. Donc quand on croit que toutes les idées républicaines ne viennent que des gens qui auraient parlé français, on se trompe. On peut être occitan, parler le languedocien et vouloir être républicain. Et justement, il y a enfin, ces idées préconçues sur jacobin et girondin. Je sais que Frédéric en a parlé lors de sa formation sur les régimes politiques français. Mais jacobin, on croit on a des clichés, des représentations sur le mot que ça veut dire euh, à fond pour le français, le français langue unique et tout pareil, quoi. Euh, et en fait, ça voudrait dire centralisateur. Et girondin voudrait dire décentralisateur. Mais c'est faux, c'est pas ça du tout. Et dans la Révolution française, il y a des jacobins politiques qui ne sont pas du tout d'accord avec l'abbé Grégoire qui veut uniformiser le langage. Bon, les jacobins, euh, ils, ils sont aussi pour une forme de prendre la réalité locale, régionale. J'en veux pour preuve la Constitution de 1793, bon, qui n'a pas après été appliquée, mais les Jacobins partaient du principe que les lois ne pouvaient être votées, ne pouvaient être acceptées que si la base des comités locaux avait validé ces propositions de loi. Ben, c'est très, euh, peut-être pas décentralisateur, mais en tout cas, c'est pas Paris qui vient imposer aux gens en France. C'est plutôt le contraire, c'est la base qui ferait la loi. De la même manière, en 1884, sous la Troisième République, eh bien, quand on va faire la loi municipale, où désormais, ça sera les gens qui vont voter pour le maire et non plus avoir de maire nommé, parce que jusqu'en 1884, les maires étaient nommés, il n'y avait pas d'élection municipale, eh bien, c'est bien la Troisième République jacobine qui met en place cette loi. Donc, dans la tête des gens aujourd'hui, jacobin, ça voudrait dire, en fait, parisianiste. C'est pas ça du tout, hein. Et il y a un jacobinisme décentralisateur aussi. Il y a des historiens qui ont travaillé sur ce thème, et donc il faut avoir beaucoup plus de nuances. Et le mot girondin, lui, c'est une construction du 19e, euh, qui est un mythe, hein, une légende pour croire qu'on serait mieux si on était girondin. Bon, c'est Édouard Philippe aujourd'hui, hein, qui dit que c'est bien d'être girondin. Donc déjà, on voit un peu le côté politique. Alors j'en reviens aux langues. Je passe vite à partir de là parce que c'est voilà, il faudrait s'arrêter sur tous les régimes. Mais bon, dans tous les cas, c'est la Troisième République qui va sacraliser encore un peu plus l'idée de lien entre le français et la nation. Alors c'est vrai que au XIXe siècle, il y a encore 2 millions de Français qui ne sont pas francophones, en général dans les périphéries. Et on a un historien américain, Eugen Weber, qui a écrit un livre, La France des terroirs, qui est intéressant comme livre, c'est pas la question, il y a beaucoup de travail, c'est un livre utile, mais c'est un livre un peu piégeux parce qu'il y a un biais dans son livre
où il dit que finalement, la Troisième République a eu besoin, par l'école et par l'armée, de euh, développer l'apprentissage du français, parce que ces pauvres paysans, ces pauvres arriérés qui parlaient encore le patois, ne se sentaient pas français. Sauf que Eugen Weber, pour son enquête, n'a pris que les zones les plus reculées, les plus périphériques de la France, des zones montagnardes, le Pays basque, des endroits de Bretagne, et il a complètement oublié de regarder les paysans des autres régions de France, qui pouvaient déjà parler français et très bien maîtriser le français. Donc, il faut faire attention quand on lit la documentation, même les historiens, le choix des sources, les biais que l'on peut avoir, euh, des malhonnêtetés parfois intellectuelles font que ben, c'est plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus nuancé. Dans tous les cas, la Troisième République va vraiment faire considérer que pour être un Français, il faut parler le français et le français est la langue unique. Et donc, on a exclu le reste. Et l'école, donc, a été l'instrument d'exclusion du français. Et on sait tous que les petits à l'école, s'ils parlaient leur patois, hein, entre guillemets, eh bien, ils étaient punis. Et même d'une façon assez terrible, puisqu'on leur mettait, selon les régions, une brique au cou ou bien un sabot au cou, et ils étaient au coin comme s'ils avaient un bonnet d'âne. Et donc, il y a une confusion entre langue unique et langue commune. On peut très bien avoir une langue commune, on le comprend, qu'il faut avoir une langue identique pour se comprendre de toutes les régions de France. Mais est-ce que pour autant, ça doit interdire les autres langues? Bon. Mais là aussi, c'est plus complexe, puisque par exemple, la Grande Guerre, la guerre de 14-18, qui va mélanger les régiments, hein. Il y aura tellement de pertes que les régiments ne sont plus régionaux, hein. On va mélanger les Gascons avec les Bretons. Bon, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a des monuments aux morts. Il y en a à peu près 39 000. La plupart sont écrits en français. Hein, si vous regardez dans votre commune, je suis sûr que voilà, c'est écrit en français. Mais il y en a quelques-uns qui sont aussi écrits en langue dite régionale, en Bretagne, surtout dans le Finistère, euh, au Pays Basque, un petit peu dans la partie espace occitan, donc en occitan, mais donc il y en a. Et la Troisième République finalement les a validés comme monuments. Mais là, quand on maîtrise ces langues, on se rend compte que ce ne sont pas du tout des monuments séparatistes, mais on a bien des monuments pour la patrie française. Et en basque, on peut très bien avoir tels enfants de la commune sont morts pour la patrie française, mais c'est écrit en basque. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. Et la Corse, à l'inverse, n'a que deux monuments où il y a de la langue corse. Euh, donc vous voyez que aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une volonté de séparatisme ou d'autonomie de la Corse, et pour autant, les monuments aux morts sous la Troisième République ne sont pas écrits en Corse. Ce qu'il faut voir aussi, je vais être obligé, parce qu'on n'a qu'une heure, de ne prendre qu'un exemple, c'est que on pense qu'il y a des courants politiques euh, qui valorisent les langues, à l'inverse d'autres qui les interdisent. Et on associe, on a une représentation des langues régionales comme si c'était ben finalement, je vais dire, hein, l'extrême droite et notamment le courant maurassien qui valoriserait davantage les langues régionales et puis les autres courants, pas du tout. Alors, il faut bien savoir que dans tous les partis politiques, il y a des fractures internes, il y a des clivages au sein du PS, par exemple, hein. Certains vont être des gens qui veulent défendre les langues régionales et d'autres non. Et là, je voudrais vous montrer en quoi on n'est pas d'extrême droite quand on est militant de langue régionale. Bon, alors après, militant de langue, c'est très divers aussi. Vous avez des militants de langue régionale qui sont de gauche, qui sont de droite, mais militant, ça veut dire quoi? Ça, pour certains, c'est simplement parler le français, mais aussi parler une autre langue. Et pour d'autres, évidemment, ça peut être un peu plus politique, voire aller jusqu'au séparatisme. Mais les militants sont très, très, très variés.
et finalement le séparatisme, il n'y en a pas tant que ça. Donc je me focalise là uniquement sur l'extrême droite et le FN devenu RN. Pour vous montrer les ambiguïtés et les instrumentalisations. À l'occasion des élections régionales de 1998, les identités régionales ont été mises en valeur dans le livret de propagande électorale, pour les régionales, donc 1998. Ça s'appelait le changement tout simplement. Un an après, en 1999, le FN s'oppose à la signature par la France de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Bon, et en 2014, au moment des débats à l'Assemblée nationale sur la ratification de ce texte, on a un document interne de la vice-présidente du FN qui dit que cette charte est une monstruosité juridique qui s'attaque directement, je la cite, hein, à l'un des fondements les plus importants de notre pays, l'unicité du peuple. Bon, je prends un autre exemple. Au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il y a des élus du FN et du RN. Je me suis amusée donc à écouter tous leurs discours sur les langues. Bon, on a de tout et de n'importe quoi. En 2016, Thierry Rogister, qui est un élu de Charente-Maritime, et l'UFN donc, il prend la parole contre le développement et la structuration de l'offre d'enseignement de l'occitan, et donc en occitan en Nouvelle-Aquitaine, et il dit, je le cite, sur la nécessité du latin et l'absurdité de l'occitan, c'est le titre donc de son intervention, il dit être favorable aux langues régionales, mais précise ne reconnaître comme langue véritable que le basque, le breton ou l'alsacien. Pour lui, l'occitan n'est pas une langue, mais un agrégat de patois du sud-ouest. Et il aimerait qu'on dépense l'argent public, non pas pour cette espèce d'espéranto qui fonctionne sur le modèle du pan-germanisme. Bon, un autre élu dit que non, 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 on perd du temps, il faut absolument plutôt promouvoir le latin, et même encore plus que la langue française, il faut promouvoir le latin. Et enfin, pour le RN, je passe très vite, promouvoir les langues régionales, ça serait la porte ouverte, ça serait le cheval de Troie pour faire rentrer l'arabe. Et donc, finalement, en faisant semblant de faire croire qu'on donne de l'argent pour le développement de l'occitan, au fond, on développerait aussi des langues autres, et donc notamment l'arabe. Juste pour vous montrer que l'association extrême droite langue régionale ne fonctionne pas non plus, pareil, on considère que le régime de Vichy, donc l'extrême droite, dictature fasciste, a sacralisé les langues régionales. Oui, bien sûr qu'il y a eu Jérôme Carcopino qui a permis à ce qu'il y ait, mais de façon optionnelle uniquement, un enseignement des langues. Sauf que le régime de Vichy, eh bien, quand il y avait des statues en bronze à faire fondre pour qu'elles partent en Allemagne, eh ben, ou bien faire du sulfate de cuivre pour les vignes, eh bien, on pouvait aussi faire fondre les statuts d'érudits locaux, régionaux, notamment Jasmin à Agen, hein, qui était un poète gascon. Donc ça marche pas non plus l'association Vichy égale langue régionale. De la même manière, le mouvement félibréen avec Maurras, avec pardon Mistral, ça marche pas non plus parce que oui, il y a des poètes félibres occitans qui sont d'extrême droite, bien sûr, mais il y a aussi le félibrige rouge. Antonin Perbosque, Prosper Esquieu, ce sont des gens, des instituteurs de gauche. Et donc, euh, on on n'est pas maurassien quand on est militant de la langue régionale. Voilà, donc là, je passe très très vite, je pourrais m'arrêter, mais il y a vraiment beaucoup de clivages internes, il y a beaucoup d'instrumentalisation des langues par les partis ou les courants. Alors, du coup, pour les gens, il y a ce triptyque ou cette opposition foi, patois, paysan qui s'opposerait à laïcisation, francisation et exode rural. En fait, cette opposition, elle n'est pas opérante. Hein, je vous l'ai dit, il peut y avoir des gens qui sont et à la fois pour le français, pour la République, mais aussi vouloir militer pour les langues. Et puis, bon, d'autres qui vont, au contraire, instrumentaliser les langues régionales et qui ne sont pas des républicains. Patrick Cabanel, qui est un historien sur le protestantisme, a dit cette phrase assez provocatrice: Dieu est catholique et parle patois, Dieu est protestant et parle français.
hein, pour montrer qu'il n'y aurait que le français qui serait la langue des Lumières. Bon, je vous ai montré que ce n'est pas forcément vrai. Alors évidemment, il y a quand même des dangers, il y a des par des instrumentalisations, il y a des partis politiques qui euh, prônent le séparatisme, mais est-ce que c'est pour autant du régionalisme? En fait, il y a le régionalisme et puis ce que Benjamin Morel appelait l'ethno-régionalisme. Mais attention, régionalisme et ethno-régionalisme, ce n'est pas la même chose. Or, justement, Benjamin Morel les mélange un peu, les deux notions. Le régionalisme, il est plutôt fondé sur des intérêts économiques. L'ethno-régionalisme, à l'inverse, lui, il appartient bien au registre politique. Mais un régionaliste n'est pas nécessairement un ethno-régionaliste. L'ethno-régionaliste, lui, en effet, il peut être dangereux pour l'État-nation et pour la République. Le régionaliste ne l'est pas forcément, hein. Euh, bon, ce que je pourrais te dire aussi, c'est qu'il faut faire attention à la folklorisation également des langues par les militants eux-mêmes et par ceux qui ne connaissent pas forcément l'historique vraiment, hein. Bon, pour autant, en effet, qu'il y a des dangers séparatistes et qu'il y a aussi un modèle fédéral vers le modèle allemand. Mais quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, il porte ce projet fédéral. Les Verts, enfin les écologistes, ils portent aussi ce projet fédéral. Donc, euh, c'est plus complexe que ça aussi, quoi, finalement. Il y a des régions où certains partis politiques peuvent être plus forts que d'autres, mais par exemple, dans le monde occitan, il y a le parti occitan, c'est peanuts, quoi, il n'y a rien, et son fédéralisme ne prend pas. Et à l'inverse, on a beaucoup de militants occitans qui sont républicains, et même jacobins. Je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. En fait, aujourd'hui, ce qui est le plus prôné, c'est plutôt un bilinguisme à l'école. Bien sûr qu'il y a le danger du 100% de l'immersion. Les écoles privées, Diwan en Bretagne, euh, les Iskara au Pays Basque et les calandrettes pour l'occitan. Oui, mais c'est aussi pour compenser le fait que l'école publique, laïque, avait éradiqué les langues régionales. Le meilleur modèle, c'est le bilinguisme, c'est-à-dire, alors c'est optionnel, bien sûr, c'est pas une obligation, mais c'est toujours le français et la langue de la région. Après, évidemment, on peut se dire c'est très territorialisé puisqu'il n'y aura qu'un breton qui pourra apprendre le breton et un occitan qui pourra apprendre l'occitan. Après tout, si moi j'ai envie dans les Landes d'apprendre l'alsacien, je ne le peux pas. Donc c'est aussi autre chose. Mais bon, c'est compliqué, hein. Il y a aussi le problème des postes et des moyens. Pour l'ensemble de l'espace occitan, 34 départements, il y a 3 postes au CAPES d'occitan. Donc vous voyez, ça vous donne un peu l'idée. Alors aujourd'hui, on a de plus en plus un paysage linguistique bilingue qui s'affiche. Alors ça peut poser des problèmes à certains qui considèrent que le français est rétrogradé, mais non, puisqu'on est sur la même natte, enfin il y a une égalité entre les panneaux. Donc là, je vous ai mis quelques panneaux d'entrée de ville et je vous ai mis des produits parce qu'on a de plus en plus aussi une économie derrière les langues régionales. Alors j'ai pris quelques exemples landais, Soria, la Gascogne de source sûre. C'est vraiment un joli jeu de mots. C'est donc une eau minérale qui est produite dans les Landes. Et puis les chips Chanke, je vous les recommande. La chips d'ici, c'est la. Alors, Aki, il y a un jeu de mots. Aki, ça veut dire ici en occitan. Et Aki, c'est le début d'Aquitaine. Euh, Bon, et on voit que se développe de plus en plus, un peu partout, ce paysage linguistique. Et quand on pense qu'il n'y a que du français, on se rend compte que finalement, nos langues régionales sont de plus en plus visibles et qu'elles ne mettent pas en difficulté, me semble-t-il, la République. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Il peut y avoir des partis, il peut y avoir des régions qui sont séparatistes, mais la République, euh, ne- elle est fragilisée par plein d'autres choses, mais je ne crois pas que ça soit les langues qui les fragilisent. Et au contraire, si on est dans la dimension de partage, dans la dimension de diversité, dans la dimension de culture, on n'est pas justement dans le côté séparatiste. Et il y a toujours le retour du refoulé.
on ne peut pas refaire l'histoire. Mais si on n'avait pas à ce point interdit les langues régionales, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de revendications. Et je ne crois pas que les Corses, dans leurs revendications, ça soit la langue qu'ils mettent en avant, mais c'est plutôt des revendications très politiques. Et là, en effet, on est sur un autre domaine. Les langues sont instrumentalisées aussi par les militants des langues, enfin, ou les militants politiques. Je crois que c'était la dernière diapo. Voilà. Alors c'était très dur de faire en 1 heure parce qu'il y a énormément, ça balaye l'histoire et le politique et des questions, oui, d'actualité. Donc je pense que les échanges pourront être riches et permettre de compenser tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire.